Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast webcast de l'Association de neuroanesthésie et réanimation de langue française. Je suis Roussel Chaban et je suis accompagné de Baptiste Balança de Lyon. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir aujourd'hui le professeur Fabio Taccone pour nous parler des seuils transfusionnels dans les lésions cérébrales aiguës. Le professeur Taccone est chef de service des soins intensifs de l'hôpital universitaire Erasme à Bruxelles. Il est professeur de médecine d'urgence à l'Université libre de Bruxelles et responsable du laboratoire de recherche expérimentale des soins intensifs. C'est un éminent spécialiste de neuroréanimation, notamment des lésions cérébrales post-anoxiques et leur pronostic, ainsi que de neuromonitoring et de neuroprotection. Il est le premier auteur de l'essai multicentrique TRAIN, qui a été publié en octobre 2024 dans JAMA, qui a évalué une stratégie transfusionnelle restrictive versus libérale dans les lésions cérébrales aiguës. Et c'est une thématique particulièrement d'intérêt actuellement, puisque deux autres gros essais ont été récemment publiés dans le New England Journal of Medicine, l'essai Emotion et l'essai Sahara. Donc bonjour Fabio et merci pour ta disponibilité. Bonjour pour la super introduction très élogieuse, mais c'est super, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous et merci à tous de nous écouter ou de nous visionner. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter le rationnel et puis les principaux résultats de l'étude TRAIN que vous avez conduit? Oui, alors le rationnel d'études train, des études récemment publiées est assez simple. En fait, on a essayé de regarder dans les lésions cérébrales secondaires, surtout celles d'origine systémique, qu'est-ce qu'on pouvait faire davantage et si on avait des guidelines bien établis. On s'est rendu compte que la gestion des transfusions, un peu comme l'oxygène, le CO2 et d'autres paramètres, restent relativement mal étudiés. Et nos collègues canadiens, en 2012, avaient fait une revue systématique de la littérature. Ils avaient vu qu'effectivement, on avait très peu de data dans des études randomisées qui avaient inclus des patients cérébralisés comparés dans une stratégie restrictive versus une stratégie libérale et regarder les effets des stratégies sur le devenir neurologique. Et ils avaient conclu à l'époque, c'était 2012, qu'il fallait probablement faire des études randomisées et de façon assez parallèle dans la section neuro de la Société européenne où j'étais à l'époque deputy et le groupe de recherche canadien ont en fait développé des projets parallèles pour justement créer une étude randomisée phase 3 à grande échelle pouvant comparer dans certains types de lésions cérébrales une stratégie dite restrictive qui est celle qui est actuellement recommandée dans les guidelines européennes, c'est-à-dire transfuser à partir d'hémoglobine de 7 grammes par décilitre versus une stratégie libérale, différemment définie en fonction des études et des approches, et regarder si cette stratégie avait un impact à la fin sur un devenir neurologique. L'hypothèse de base, évidemment, c'est assez simple, l'hémoglobine étant un des déterminants du transport d'oxygène au niveau aussi du cerveau. Et bien, on pourrait imaginer qu'en cas de lésion cérébrale aiguë, augmenter le contenu artériel d'oxygène pourrait minimiser le risque d'hypoxie tissulaire et probablement translater cela dans un meilleur devenir neurologique. Ça, c'est la synthèse très simplifiée du background qui est derrière Train et qui est derrière aussi les études du groupe canadien. Effectivement, c'est une thématique vraiment importante et d'actualité. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à construire cet essai et quels sont les principaux résultats que vous avez trouvés dans cette étude TRAIN? Alors, l'essai a été développé à l'intérieur de la société européenne parce qu'on cherchait des centres qui géraient des cérébrolésés. La première chose qu'on avait décidé, c'est un peu définir les seuils transfusionnels qui définissaient les deux interventions. On trouvait que 7 grammes par décilitre était effectivement ce qui était recommandé. Donc, c'était un peu le standard of care pour beaucoup de patients en réanimation. Et on a conduit une survey à l'intérieur de la société européenne dans laquelle on a eu pas seulement des répondants européens, mais énormément de répondants européens. Et on avait vu que la plupart de ces cliniciens sélectionnaient une seuil transfusionnelle en gros entre 7 et 9 grammes pour gérer la plupart des patients cérébrolésés. Donc, on s'était dit que choisir 9 grammes par décilitre aurait permis à la fois de rentrer dans une stratégie qui répond plus ou moins aux pratiques cliniques et de l'autre côté, d'avoir suffisamment de différence pour que les deux groupes soient évidemment séparés, parce que comparer 7 à 8 grammes, ça aurait été plus compliqué en termes de séparation des groupes, alors que 7 versus 9 aurait probablement été plus simple. Donc ça, c'est la façon de laquelle l'étude a été développée à l'époque. Le troisième point important, c'était le choix de l'ATCOM primaire.
Et donc, nous avons longtemps discuté à l'intérieur du groupe de travail. Donc, on avait choisi une échelle neurologique et pas la mortalité, parce qu'on s'est dit, bah, on ne veut pas sauver des vies seulement, on veut que les gens survivent avec un bon état neurologique. Et on a choisi l'échelle Glasgow Outcome Scale Extended, qui est une échelle qui, vous savez, va de 1 à 8, qui est bien validée dans le trauma et qui a été choisie parce que ça permet d'avoir une granularité qu'on perd parfois avec d'autres types d'échelles d'outcomes à long terme qui sont un peu moins détaillés. Et le dernier choix qui était aussi important, mais qui était aussi basé sur les avis des experts, est quel type de pathologie cérébrale on va étudier. On était tous convaincus qu'il fallait étudier le trauma, ok, parce que le trauma, effectivement, il y a beaucoup de traumas extracrâniens, et le patient il saigne, l'anémie, ça va être fréquent. On trouvait qu'il y avait suffisamment de littérature pour étudier aussi l'hémorragie subarachnoïdienne parce que très fréquent en neuroréanimation, parce que associé à des phénomènes aigus et plus retardés d'ischémie cérébrale. Et on a aussi inclus l'hémorragie cérébrale parce qu'il y avait pas mal d'études observationnelles qui avaient associé des niveaux bas d'hémoglobine avec un outcome défavorable, beaucoup plus que dans les BCI ischémiques. Donc on trouvait que c'est en tout cas les trois pathologies qui auraient pu être intéressants pour le clinicien à inclure dans une étude randomisée évaluant des stratégies transfusionnelles. Ça, c'est, si vous voulez, la façon de laquelle l'étude a été réfléchie. Donc, ça a été discuté en interne et nous avons développé un protocole qui a été par la suite publié et mis en route dans l'étude TRAIN. Donc, Alors, effectivement, c'est un schéma assez pragmatique où vous avez inclus ce qui est représentatif de ce qu'on peut prendre en charge comme typologie de patient en réanimation neurologique avec une approche basée sur ce que réalisent les cliniciens en termes de seuil transfusionnel. Et du coup, qu'est-ce que vous avez retrouvé comme résultat en comparant ces deux stratégies restrictives à 7 grammes par litre versus libérale à partir de 9 grammes par litre? l'étude TRAIN, déjà, il inclut un nombre de patients, on était, je pense, autour de 800 et des patients. Ça, c'est les critères d'inclusion, comme j'avais dit, c'est trauma, hémorragie sous-crânienne, hémorragie cérébrale, avec une limite d'âge entre 18 et 80. Et donc, on voulait que le malade il a quelques signes cliniques de lésions cérébrales. On ne voulait pas inclure le Glasgow 15 aussi parce qu'il risque de rester très peu de temps en réanimation. Donc, on voulait quelques patients qui soient à risque de faire de l'anémie et qui soit un peu de temps en réanimation pour pouvoir vraiment bien différencier les stratégies thérapeutiques. Et nous avons donc exclu les malades qui avaient des critères d'exclusion raisonnables, mort imminente, le Glasgow 3 pupille dilatée, les contre-indications à transfuser de façon restrictive ou libérale et les contre-indications ou des adverse events associés aux transfusions préalables. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez raisonnable. Et donc, nous avons, pour finir, inclus un peu plus de 800 patients pour lesquels, où ils sont 20 spécifiquement, distribués dans les deux groupes. Et on a eu la chance, grâce à l'enthousiasme des investigateurs, je dois aussi remercier la France qui a contribué de façon très significative à l'étude. On a eu vraiment très peu de pertes d'informations pour l'ATCOM primaire, ce qui a permis d'avoir 806 malades pour lesquels l'ATCOM primaire était disponible. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que dans une population, je dirais, très malade, parce que c'est une population dont le Glasgow, au moment de la randomisation, le médian est autour de 6. Donc, ce sont des gens qui sont malades avec des troubles de la conscience. 90% et plus sont en ventilation mécanique. On a même un tiers des malades qui reçoivent des traitements de dernier tir, donc l'hypothermie, le crânictomie, le barbiturique pour contrôler la pression intracrânienne. Donc, on a vraiment une population sélectionnée très grave. Ben, on a pu tout d'abord démontrer qu'il était possible de séparer les groupes en termes de stratégie transfusionnelle. Donc, on avait un groupe à 7 qui, en gros, se stabilise sous les 7,8 grammes et un groupe randomisé à 9 qui est gardé constamment au-delà de 9, une valeur médiane autour de 9,5 autour de l'étude. Donc, on peut dire 1,5 g de séparation parmi les groupes, ce qui est important parce que donc on a pu montrer que il y avait une bonne compliance au protocole et que les deux stratégies produisaient un seuil d'hémoglobine différent dans les deux groupes. Alors, dans l'ATCOM primaire, qui est ce qui nous intéresse le plus, on a pu observer qu'il y avait 62% de patients dans le groupe libéral. Donc, dans l'étude de TRAIN, c'était 9 grammes par décilitre de seuil transfusionnel qui avait un outcome défavorable, défini pour un GOSI entre 1 et 5. Et on avait 72% des malades dans le groupe restrictif qui avaient le même outcome défavorable. Ce qui fait, encore une fois, vous allez voir le papier, vous allez voir tout le relative risque, le p-value, mais pour moi, 10% de réduction absolue de la survenue d'outcome défavorable avec une réduction relative de 13,8%. Ça, c'est évidemment quelque chose, je dois l'avouer, parce qu'on a déjà parlé en interne,
on s'attendait, enfin, on avait dans l'hypothèse le fait qu'une stratégie libérale puisse être associée à notre comme favorable. C'était l'hypothèse de recherche. On avait estimé la possibilité effectivement de différencier les groupes 10%, et le fait d'avoir pu observer cela, c'est quand même, je dis, quand on voit au niveau de la signification clinique, extrêmement relevant. On a évidemment aussi, ça a été demandé par le journal, fait des imputations sur les 14 pauvres patients pour lesquels on avait un comme manquant, évidemment. 14 patients sur 820, ça ne va pas changer la donne, donc ça n'a pas changé les résultats de l'étude. Et alors, de façon très importante, nous avions défini dans Train un outcome défavorable comme un GOS entre 1 et 5. Le 5, c'est un malade en fait qui est conscient, mais dont la qualité de vie est fort altérée parce qu'il ne peut pas reprendre du travail et est limité dans l'activité sociale. On trouvait que ceci, pour un patient, surtout jeune, qui sont victimes de trauma ou hémorragie subarachnoïdienne, avoir ce type de limitation dans la vie de tous les jours était quelque chose qui était significatif. Certains d'entre nous ne voudraient pas survivre à une lésion cérébrale aiguë et être très limités dans la vie de tous les jours. Donc, on a considéré un GOS 5 comme étant comme défavorable, ce qui est un peu particulier parce que normalement, dans tous les autres essais randomisés dans le trauma crânien en général, on utilise une définition d'outcome défavorable, GOSI, entre 1 et 4. Et donc, l'éditeur et les réviseurs du papier nous ont demandé de répéter l'analyse en faisant une réanalyse d'outcome primaire, mais en choisissant comme niveau de définition d'outcome défavorable un GOSE entre 1 et 4, comme dans les autres études randomisées. On a évidemment observé que même avec cette nouvelle définition, la séparation dans les groupes est exactement la même. Donc, ce n'est pas lié à avoir beaucoup plus de GOS5 dans l'étude, mais c'est vraiment une distribution différente des malades à l'intérieur de cette catégorie de GOSE. Et pour moi, un résultat qui est très important, c'est quand on voit dans le papier la distribution des malades dans les différentes sous-catégories des GOSE. On voit vraiment un shift vers des catégories à valeur plus élevée, donc à compte plus favorable, dans le groupe 9 grammes comparé au groupe 7 grammes. Et donc, dans le papier, on a fait cette analyse d'égression logistique ordinale qui permet d'accueillir un odds ratio qui est significativement en faveur du stratégie libérale. Donc, on a vraiment un shift significatif des patients vers des GOSE plus élevés dans le groupe libéral comparé au groupe restrictif. Merci beaucoup. Ce sont des résultats qui sont vraiment très intéressants et de manière parallèle à cette étude, comme tu le disais, il y a d'autres essais multicentriques qui se sont conduits à la fois dans le traumatisme crânien et à la fois dans l'hémorragie méningée. Est-ce que tu pourrais nous présenter les différences méthodologiques et puis les résultats différents qu'il y a pu avoir entre ces différentes études? Tout à fait. Alors, je voulais juste te dire un truc important avant d'introduire les deux études qui sont Emotion et Sahara, qui en fait, dans l'étude de Train, on avait, comme on a dit, déjà trois pathologies séparées. L'hémorragie cérébrale, l'hémorragie subarachnoïdienne et le trauma. Le trauma a été la plus représentée, c'était plus ou moins 500 patients sur les 800 inclus. Et dans l'analyse de sous-groupe, ce qu'on avait trouvé d'assez intéressant, c'est que le trend, ou enfin en tout cas la différence en pourcentage en faveur du groupe libéral était observée de façon égale dans les trois pathologies. En d'autres termes, on n'avait pas l'impression qu'une pathologie cérébrale était particulièrement avait plus d'avantages d'avoir une stratégie libérale par rapport à une autre. Donc c'était vrai cette différence pour le trauma, l'hémorragie subarachnoïdienne, l'hémorragie cérébrale. Et c'est important parce qu'en fait, quand on voit les deux autres essais randomisés qui sont Emotion et Sahara, bah, c'est intéressant parce que les autres essais, ils ont par contre se sont focalisés sur une pathologie cérébrale. Dans l'étude Emotion, qui est l'étude du groupe canadien de recherche, on a spécifiquement étudié le trauma crânien. Et dans l'étude Sahara, on a spécifiquement, comme dit le mot même, étudié l'hémorragie subarachnoïdienne. Alors, de façon très importante, quelles sont les différences et les similitudes? Je commencerai par Emotion. Emotion, c'est trauma crânien seul. Et le choix, donc déjà, quand on voit les critères d'inclusion, pour finir, sont très similaires à Train. On a un trauma crânien, il a un minimum d'atteinte neurologique. Chez eux, c'était un Glasgow inférieur ou égal à 12. La seule différence, c'était la définition du seuil transfusionnel. Nous, on avait défini libéral 9 grammes par décilitre et restrictive 7. Dans l'étude Emotion, c'était 7 le restrictive et 10 grammes par décilitre libéral. Donc, c'est une stratégie plus libérale que la nôtre, on pourrait dire. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient fait une survey au Canada montrant que pour les cliniciens au Canada, une stratégie libérale serait plutôt vers les 9-10 grammes par décilitre, donc plutôt les 10 grammes plutôt que les 9 grammes. Donc ça, c'est la première différence
qu'on a avec Train. La deuxième différence, c'est que le choix de l'outcome primaire est spécifiquement le JOSE 1 à 4 et pas 1 sur 5 comme défini dans Train. Ça, c'est la grosse différence. Et alors, en termes de population, on a quand même 750 malades dans l'étude Emotion, typiquement inclus dans le trauma, alors que dans Train, on a seulement 500 patients traumatisés. Donc, c'est une population, une cohorte plus grande en termes de trauma que l'étude Train. Alors, quand on voit les comparaisons de la population, on se rend compte que les malades sont assez similaires. Donc, on a l'information dans Emotion qui est très importante pour les cliniciens, c'est qu'il y a 70% des traumas qui sont des traumas avec polytrauma. Ce qui explique probablement pourquoi, dans les 2 jours de l'admission, la plupart de ces patients sont randomisés. Il y a une perte sanguine à cause d'une perte extracrânienne essentiellement. Et c'est important parce que quand on va extrapoler les datas d'Emotion et Train à d'autres patients, on pourrait dire, bah, on a pas mal de polytrauma dans cette étude, ce qui pourrait quand même être une population cible quand on parle de trauma ou trauma avec polytrauma, et on choisit une nouvelle stratégie transfusionnelle. Le point important, c'est que dans cette étude, évidemment, on parle de 7 à 10, évidemment, les groupes sont vraiment très bien séparés. J'invite les gens qui aiment bien lire les papiers et regarder les graphiques. Quand ils comparent les niveaux d'hémoglobine de l'étude Emotion, de l'étude Train, ils vont voir que le graphique n'est pas du tout le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons rapporté les valeurs médians, l'interquartile et jusqu'à 98% des valeurs observées. Donc, on a tout rapporté en fait dans le graphique. Alors que dans l'étude Emotion et SARA, on a un graphique assez particulier qui montre les valeurs moyennes d'hémoglobine et le 95% d'intervalle de confiance de la moyenne. C'est pour ça que les valeurs sont tout petites. Ouais, donc, on a vraiment l'impression que les groupes sont super bien séparés, mais en fait, c'est juste parce que on ne reporte pas l'hémoglobine de la même valeur. En tout cas, les groupes sont très bien séparés et on voit que quand vous êtes randomisé à 7 grammes, vous êtes en peu dessous de 8, plutôt 7,7, 7,8, et on est randomisé à 10 grammes, on est dans les 3-4 jours au-delà des 10 grammes. Donc, il faut quand même quelques jours pour que les malades arrivent à la cible finale avec une excellente confiance au protocole, même meilleure que Train. On avait plus ou moins 5% de violation de protocole dans Train et chez eux, ils ont 1% de violation de protocole dans le groupe libéral. Alors, quand on voit les résultats, et ça, c'est la magie de la statistique, l'étude, vous savez, il est officiellement neutre. C'est-à-dire, il est reporté dans le New England en étant 68% d'outcomes défavorables dans le groupe libéral, 73% dans le groupe restrictif, ce qui fait une différence absolue de plus ou moins 5%. Et le risque relatif, c'est 0,93 avec un intervalle de confiance qui dépasse le 1. Donc, en termes purement statistiques méthodologiques, l'étude, il est neutre. Évidemment, la question est comment on interprète une différence absolue de 5% d'outcomes défavorables neurologiques en faveur du groupe libéral. Donc, le niveau, si vous voulez, le trend le signale exactement comme Train, sauf qu'il est moins important que Train, mais dans la même direction que Train. Et moi, je trouve qu'en clinique, 5% de différence absolue en comme défavorable, c'est quand même pas mal. Alors, de façon assez particulière, l'étude Emotion a fait une analyse statistique qui est plus poussée que la nôtre, je peux le dire, parce que les Canadiens aiment bien la statistique, peut-être plus que les Belges. Ils ont fait ce qu'on appelle une sliding dichotomy. En fait, ils vous reportent le pourcentage d'outcomes neurologiques défavorables en fonction du outcome neurologique défavorable prédit à l'admission, utilisant le score impact. Donc, ce n'est pas la valeur absolue. Vous prenez la table qui reporte l'outcome dans England, qui est la table numéro 2, et vous allez voir que si on prend simplement les pourcentages, la différence est 6,2%. Donc 6,2%, ça commence à devenir pour moi un chiffre qui est quand même assez parlant. Encore une fois, le risque relatif, le 95% de confidence d'intervalle, il dépasse le 1, mais c'est 1,03. Et on voit que c'est clairement en faveur du groupe libéral. Donc, j'ai eu le plaisir de discuter ça récemment avec Alexis Sturgeon. On a fait un séminaire pour la Société européenne de réa et vous avez peut-être entendu ses conclusions. Il pense aussi que Train et Emotion, ils donnent la même information. Probablement, c'est que le groupe libéral, il fait mieux en termes neurologiques qu'un groupe restrictif. Après la question, il faut faire 9 ou 10, ça c'est sujet de discussion. Mais quand même, une stratégie libérale semble faire mieux qu'une stratégie restrictive, ou le restrictif ici, c'est 7 grammes par décilitre. Donc, je pense que pour le trauma crânien, nous, on a programmé de faire une méta-analyse des données individuelles dans les patients traumatisés. On va inclure donc Emotion, les patients traumatisés crâniens de Train et un petit essai randomisé brésilien
publié en 2019, donc c'était une phase 2 de faisabilité, 44 patients, qui avaient aussi comparé 7 grammes à 9 grammes, dans l'idée de montrer que c'est faisable de séparer les groupes, et qui avait aussi montré, bizarrement, comme outcome secondaire, une différence très importante d'outcome en faveur du groupe libéral. Donc l'idée, c'est de travailler, on est en train de travailler sur ça maintenant et de avoir une première analyse d'ici peut-être 2, 3 mois. Je pense que ça pourrait aider beaucoup, justement, mettant les données ensemble, de voir, un, si le signal est vraiment en faveur du groupe libéral pour le trauma, et si jamais c'est le cas, est-ce qu'il y a des sous-groupes de patients qui sont ils ont plus d'avantages de ces stratégies que d'autres. Je pense que voilà, ça c'est l'avantage de faire une recherche parallèle et très similaire. On pourra avoir des résultats, en tout cas pour le trauma, bientôt. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des patients qui ont été inclus dans Train avec une hémorragie méningée par rapport aux patients de Sahara et aux résultats de Sahara? Alors, nous avons publié, je pense, il est sorti sous PubMed il y a 4-5 jours, notre analyse secondaire du sous-groupe hémorragie subarachnoïdienne. Donc, on avait plus ou moins 200 patients qui ont été. Donc, c'est une petite cohorte, c'est une analyse de sous-groupe, donc il faut la prendre comme telle. On a effectivement la même différence. Donc, il y a 10% de diminution de l'outcome défavorable, diminution absolue en faveur du groupe libéral, ce qui est sur 200 patients non significatif. Donc, on a publié ça sur un journal et on a aussi rajouté dans les conclusions que probablement l'étude, il a pas assez de puissance pour démontrer une différence significative, mais on pense que 10%, c'est quand même important. Alors, le sous-groupe des études de l'étude TRAIN est évidemment une petite cohorte qui se met dans ce domaine. Et évidemment, il faut parler de l'étude SARA. L'étude SARA, c'est l'étude randomisée toujours du groupe canadien qui a spécifiquement étudié l'hémorragie subarachnoïdienne avec une étude dédiée seulement à l'hémorragie subarachnoïdienne, qui est sortie aussi sur New England récemment. Alors, quelles sont les différences entre SARA et TRAIN? C'est très important. La première, c'est la définition des seuils transfusionnels. Donc là, le groupe libéral, il est comme Emotion, 10 grammes, c'est bien, c'est vraiment libéral. Le groupe restrictif, il n'est pas 7, mais il est à 8 grammes. Pourquoi? Parce que les cliniciens canadiens étaient vraiment très mal à l'aise de faire descendre un patient avec une hémorragie subarachnoïdienne, donc à haut risque d'ischémie précoce, à haut risque d'ischémie retardée, à le faire descendre à 7 grammes. Et ça, c'est quand même important quand on réfléchit à toute la littérature sur les transfusions en réanimation. On voit le groupe restrictif qui est constamment à 7 grammes par décilitre. 8 grammes, ça peut être considéré comme restrictif par rapport à 10 grammes, mais ce n'est pas 7 grammes. L'autre chose que je pense est très important, c'est l'analyse de la population. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'étude SARA, quand on voit la médiane de l'état clinique à l'admission à l'hôpital, donc c'est exprimé sous l'échelle de la WFNS, la valeur médiane est 2. Ça veut dire que la moitié des patients avec hémorragie subarachnoïdienne dans l'étude SARA, ils ont un Glasgow entre 13 et 14. Donc, ils ont effectivement un Glasgow qui est très favorable. On appelle ça les good grades en anglais. Euh, et donc, ce n'est pas étonnant, il n'y a que 40% des patients qui sont sous ventilation mécanique dans cette étude. Donc, pourquoi c'est important? Parce que je crois que quand on compare TRAIN et SARA, on a la même pathologie, mais on n'a pas la même sévérité de pathologie. On a l'impression que dans TRAIN, en tout cas vous le voyez dans le papier, les malades ils sont beaucoup plus ventilés, avec un Glasgow admission beaucoup plus grave que les patients dans SARA, où le Glasgow admission est beaucoup plus élevé. Du coup, moins de risques peut-être de complications précoces, moins de risques d'hypoxie tissulaire, et aussi une faible partie qui est sous ventilation mécanique. Donc, ce n'est pas étonnant quand on voit le pourcentage d'outcomes défavorables dans l'hémorragie subarachnoïdienne en train, on est plus ou moins dans 60-65%. Mais quand on voit l'étude SARA, c'est 35%. Donc, clairement, ce n'est pas la même population de malades. Et quand on voit l'outcome primaire, quand on voit la proportion des patients avec outcome défavorable dans le groupe Sahara libéral, on est à 33%. Et dans le groupe restrictif, on n'est que à 37,7%, ce qui fait une différence absolue de 3,8%. Donc la différence qui serait en direction du groupe libéral, elle est nettement moins importante que ce qu'on a observé dans Train, ce qu'on a observé dans Emotion. Comment expliquer cela? Probablement, il y a déjà beaucoup moins de patients qui ont un outcome défavorable. Donc, on ne peut pas faire mieux dans une population qui n'est déjà pas trop grave. Je pense que c'est une explication. L'autre explication que je vois là-dedans, c'est que quand vous voyez les niveaux d'hémoglobine dans le groupe
restrictive, la valeur médiane est autour de 8,5. Donc, c'est très proche de 9 grammes. Et le groupe libéral, il a 10,5. Donc, on a l'impression, en fait, je veux prendre ça de façon très externe, on a l'impression que peut-être ce qui est délétère chez les patients cérébralisés, c'est plutôt une stratégie très restrictive. Donc, si je le garde à 7 grammes, j'ai l'impression que le groupe se sépare, quoi qu'il soit la stratégie libérale, alors que si mon restrictive, il est un peu moins restrictive, je suis plutôt à 8 ou 8,5, cette séparation d'outcome défavorable dans les groupes, il disparaît. L'autre point important que je tiens à signaler aussi, et que je pense que ceci doit être considéré dans la discussion, c'est que dans l'étude SARA, ils ont pris comme échelle neurologique la Modified Harmony Scale, qui est, vous savez, l'échelle des études dans maladies cérébrovasculaires. Et étonnamment, ils ont défini un outcome défavorable comme un MRS 4 à 6, alors que dans toutes les études du stroke, c'est MRS 3 à 6 comme outcome défavorable. Et donc, si on prend l'outcome défavorable comme dans toutes les études de stroke, donc MRS 3 à 6, la différence est 6%, encore une fois, en faveur du groupe libéral. Donc, je sais que je suis peut-être un peu biaisé dans la façon dans laquelle je peux voir les études, mais je pense qu'il y a vraiment des grosses différences entre Emotion et Train et SARA. La population n'est pas la même, mais en tout cas, quand on voit le signal, il me semble que le signal, parfois de façon clairement significative, parfois de façon moins significative, va toujours dans la même direction. Alors, pour les gens qui adorent les méta-analyses, il y a 2 jours, Intensive Care Medicine a publié une méta-analyse d'études randomisées dans le domaine qui vous dira que avec l'analyse des data, avec low risk of bias, il y a un avantage du groupe libéral, mais ceci est peut-être pas présent dans toutes les études. En fait, vous avez vraiment un discours de statisticien. Mais à la fin, le message clinique est quand même que je pense que toutes les études vont dans la même direction, parfois de façon plus importante que d'autres. Et donc, je pense que ça, le clinicien doit tenir en considération quand il va choisir comment se comporter, quelle stratégie choisir au lit du patient. Excellent. On n'a jamais eu autant de données de bonne qualité en si peu de temps sur une thématique, en neuroanimation particulièrement et même en réanimation en général. Donc c'est parfait. Et on mettra en lien tous les essais, bien sûr, que tu as cités et la méta-analyse d'ICM. Et je tiens à préciser également pour ceux qui regarderont sur notre chaîne YouTube que tu présentes des slides en même temps pour expliciter tes propos. Et donc, dans les suites, avec tous ces résultats, quel, à ton avis, va être l'impact de ces résultats sur la pratique clinique et puis sur les futures recommandations? Alors, il y a 2 aspects de pratique clinique qui vont être importants. Le premier, quel est le niveau d'hémoglobine que je vais utiliser chez ces patients cérébralisés en réa? Indépendamment de toute étude et tout ça, est-ce que tout ça doit changer notre pratique? Alors, dans les centres qui ont participé à TRAIN, ils ont tous modifié leur pratique à 9 grammes par décilitre, ou presque tous modifiés à 9 grammes par décilitre. Je ne vais peut-être pas être 100%, mais une grande partie m'a communiqué en disant, nous, on va changer à 9 grammes par décilitre. J'ai l'impression, et ça, on aura les informations plus importantes avec la méta-analyse de données individuelles, que pour le trauma crânien, on aura une solide évidence, en tout cas en faveur du 9 grammes par décilitre. Et pour les puristes de la méthodologie, peut-être utiliser l'analyse de sous-groupes pour identifier une population dans laquelle la stratégie est vraiment 9 grammes versus un peu plus libérale que d'habitude. Il me semble qu'une stratégie à 7 grammes, dans les 2 études utilisées restrictives à 7 grammes, il me semble vraiment qu'il dégage un signal de danger ou de harm, comme diraient les Anglais. Donc, j'ai l'impression quand même que la plupart des cliniciens devraient se poser la question, est-ce que je vraiment veux garder 7 grammes par décilitre ou modifier? Et si je modifie, c'est 9 ou 10 grammes. Mais j'ai l'impression que pour le trauma crânien, en tout cas, comme un collègue m'avait dit, 9 is the new 7, ça pourrait être un message intéressant. Pour l'hémorragie subarachnoïdienne, c'est vraiment différent parce que vous avez un sous-groupe de TRAIN qui est vraiment très significatif alors que SARA ne l'est pas. Pour les raisons que je vous ai dit, on va aussi faire une méta-analyse de données individuelle avec SARA et TRAIN. Et ça, je pense vraiment que ça nécessite une réflexion globale. Quel type de patient éventuellement devrait avoir une stratégie différente que les autres? Peut-être l'IPDMA pourrait nous aider
pour donner plus d'informations aux cliniciens. Dans notre service, nous avons aussi modifié une stratégie à 9 grammes par décilitre, mais je pense que c'est beaucoup plus débattable dans la vie de tous les jours de dire je fais 9, 10 versus 7, 8. En tout cas, mon message serait, si vous voulez être certain que votre stratégie restrictive elle est au moins équivalente qu'une stratégie libérale, ce serait pas 7, mais c'est 8 grammes par décilitre, ce qui est étudié en Sahara. Les données de 7 grammes de train, encore une fois, ne sont pas très encourageantes. À la fin, pour les gens qui utilisent du neuromonitoring pour décider des interventions thérapeutiques, ça c'est très important parce qu'on a fait une discussion pour des études actuellement en cours randomisées. Nous, on participe à Bonanza, les États-Unis pour Boost 3. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va transfuser en fonction de la PBTE2 ou est-ce qu'on met tous les patients en 9 grammes par décilitre et en dessous de 9 grammes, on transfuse davantage quand les différentes interventions pour optimiser l'oxygénation cérébrale ont été déjà entamées? Ça, c'est une question, par contre, qui reste ouverte. Les investigateurs du groupe Bonanza ont décidé de ne pas modifier la stratégie transfusionnelle, donc de garder une stratégie restrictive pour l'étude Bonanza et de transfuser à un niveau d'hémoglobine plus élevé dans un tiers 2 d'optimisation de l'oxymétrie cérébrale. Ça, c'est l'étude Bonanza. Je ne sais pas si Boost 3 a décidé de stratégie, mais en tout cas, si dans votre service, vous avez une stratégie où vous avez tendance à optimiser les patients sous base de la mesure de la PBTE2 ou de la PTE2, comme on dit en France, mais en tout cas, on s'est compris très bien, eh bien, je pense que ça aussi, c'est une question importante. Est-ce que dans votre protocole, votre niveau de base d'hémoglobine va rester 7 ou vous allez travailler sur un niveau plus élevé? Et ceci pourrait théoriquement modifier les valeurs d'oxymétrie cérébrale. On a montré que justement 50% des patients transfusés augmentent de façon significative la PTO2 et un des facteurs prédictifs, c'est l'hypoxie tissulaire préalable à la transfusion. Ça, c'est une question importante. Je pense que les cliniciens devront quand même pouvoir discuter pour décider comment agencer votre protocole de traitement basé sur la PTO2. Merci beaucoup, professeur Tacon. C'était vraiment une discussion très intéressante qui reprend les données actuelles de la littérature, avec effectivement un signal plutôt en faveur de ne pas avoir une stratégie restrictive à 7, mais peut-être de déplacer nos seuils transfusionnels en fonction de nos protocoles de service, voire 8, vers 8, voire vers 9. On voit qu'il y a encore de la place pour du travail sur le sujet, notamment sur la place du neuromonitoring pour individualiser les seuils transfusionnels. Donc, on aura sans doute des nouveaux résultats dans les années à venir qui nous permettront d'affiner notre prise en charge. Je vous rappelle que pour ceux que la neuroréanimation intéresse et la neuroanesthésie, il y a le congrès Euroneuro 2025 qui a lieu à Paris du 25 au 27 juin et pour lequel les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous rejoindre pour discuter de toutes ces thématiques. Et à bientôt sur le podcast de la NARLF pour d'autres thématiques. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci, à bientôt.